On se retrouve pour la chronique suivante, en compagnie cette fois-ci que des nouvelles personnes nous ont rejoint dans le studio. Tom, du Radio Cote. Oui, je suis accompagné donc toujours dans cette semaine citoyenne de Justin et de Hugo qui vont venir nous parler du film Salaud ou les 120 journées de Sodome. Donc dans un film, dans un contexte, un film un peu tendu, un peu difficile. Donc c'est un film qui est sorti en 1975 si je ne m'abuse. Exactement. Voilà. Donc qui parle de la société italienne au regard du fascisme notamment, mais qui est plutôt assez hard. C'est ça, c'est un film assez hardcore et c'est pour ça qu'on va se permettre, merci beaucoup pour cette introduction Tom, et on va se permettre de faire un petit trigger warning qu'on a préparé tous les trois. Je vais le lire parce que je pense que c'est vraiment important de poser les mots pour que tout le monde se sente à l'aise et que tout le monde ait les tenants et les aboutissants. Donc on va commencer du coup à parler de ce film dont nous allons discuter aujourd'hui, qui sort vraiment en fait du cadre commun de ce qu'on connaît du cinéma. En effet, Salaud ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini est un film d'horreur, mais pas un film d'horreur au sens hollywoodien du terme. Ici, la terreur et la monstruosité ne sont pas jouées pour divertir, mais vraiment pour choquer et pour passer un message fort, qui dans ce cas-ci, du coup, est en fait une critique de la société fasciste qu'on va développer par après. Il était important pour Hugo, Tom et moi de prévenir que cette chronique s'adresse à un public adulte, conscient et informé de la dureté des scènes et du dégoût qu'elle provoque. La chronique, du coup, sera concentrée sur les aspects politiques, historiques et de censure, comme c'est le thème de la semaine citoyenne. Mais on ne peut cependant pas se passer du contenu qui est, on ne peut le nier, assez obscène et insoutenable. Je te laisse continuer, Hugo. Oui, donc effectivement, le trigger warning est très important parce que c'est un film qui montre des choses dures à regarder. Donc il se construit comme une pièce de théâtre. Il y a 3 actes à proprement parler et un préambule qui s'appelle le vestibule de l'enfer. Les 3 actes sont des cercles repris de l'enfer de Dante. Donc on passe du cercle du sang au cercle de la merde, au cercle... Enfin, c'est vraiment très très dur et ça parle de lui-même. Donc effectivement, très important d'en parler. Pour résumer le propos, mais on y reviendra, c'est des fascistes italiens en 1943. Donc Mussolini a été réhabilité par les nazis. Donc ces fascistes, qui sont au nombre de 4, kidnappent 9 jeunes filles et 9 jeunes garçons pour leur faire subir des sévices sexuels, violents, enfin affreux, pendant 120 jours, d'où le titre. Mais avant de commencer vraiment à entrer dans la théorie, je voulais te demander à toi, Justin, puisque je t'ai fait regarder le film, je sais pas si tu dois me dire merci ou non, mais ce que tu as pensé, ce que tu as ressenti et quelle expérience ça a été. Je vais juste dire un truc avant, c'est que le film a bien été censuré dans pas mal de pays européens, notamment en Italie, en France, au Royaume-Uni, et qu'il est quasiment impossible, voire très difficile de le regarder maintenant, quoi. Exactement. Donc à sa sortie, il a été censuré en Italie, comme tu le dis très bien, a priori. Donc les interdictions sont tombées avant que le film paraisse. Il y a toute une histoire aussi autour du réalisateur, Pasolini, on y reviendra. Donc le film n'est pas sorti et au moment de sa parution en 75, il n'était possible que de le voir en France dans des festivals de cinéma, donc très restreint aussi. D'ailleurs, pour l'anecdote, les journalistes italiens qui devaient faire une chronique sur le film devaient donc se rendre en France pour pouvoir en dire quelque chose, alors que le film était italien. Et du coup, revenons sur le ressenti. Alors, je pensais être préparé parce que j'avais lu le scénario et que je savais que c'était un film très dur, et en fait, on ne peut pas être préparé à ce film. Et à tel point que, donc je l'ai vu vraiment récemment, c'est assez frais. En fait, j'avais même limite peur de venir ici en parler ce soir parce que c'est vraiment très prenant. Il y a un ensemble de scènes et surtout une atmosphère générale qui se dégage, qui met vraiment mal à l'aise. Je pense notamment à cette scène où il y a la fille qui pleure parce qu'elle a perdu sa mère et en fait les 4 dignitaires fascistes se moquent d'elle. Il y a une autre scène, celle des chiens. Donc en fait, il les oblige à se comporter comme des chiens et à manger dans des gamelles. Et c'est vraiment un ensemble de choses qui créent un contexte, mais qui vraiment transforme, parce que ça montre, je vais dire, la façon dont l'homme peut devenir abject, peut s'abandonner au mal et peut vraiment finir par traiter l'humain comme un objet et plus vraiment comme des personnes. Et c'est ça qui est vraiment très choquant et je vais dire qui limite même transforme la vision qu'on peut avoir au jour le jour, au point où on discutait avec Hugo avant le chronique ici au bar
Et je lui ai dit, je te jure, j'ai l'impression de voir le monde différemment. C'est tout bête, mais on était là sous la place et c'est assez impressionnant comment ça traverse l'esprit et comment ça change peut-être d'une certaine façon la perception qu'on peut avoir du monde. Et ça, c'est tout à fait vrai. Moi, pour parler de mon expérience, j'ai dû le regarder aussi. Je l'ai regardé il y a un peu plus d'1 an. Et le fait de regarder ce film, c'est très particulier. Parce qu'autant on peut arriver en mode un peu bonhomme et se dire j'en ai vu d'autres, le cinéma a évolué en 50 ans. Parce qu'il y a ça aussi, il est sorti en 75, ça fait 51 ans. Et quand on regarde le film, qu'on le découvre, les premières scènes passent, il y a déjà une angoisse qui commence à apparaître. Et on finit par regarder le film comme un petit enfant caché dans le salon qui sait que ce qu'il fait est mal et il le fait en cachette. Et en fait, c'est marrant parce que cette censure, on se la met à soi-même. Donc, notamment dans le dernier cercle, du coup, le dernier cercle, c'est le cercle du sang. Et donc, il y a des scènes de torture qu'on voit à travers des jumelles. Et malgré les jumelles, c'est marrant parce qu'on a tous les deux la même réaction, on en a parlé juste ici avant. En fait, malgré le fait qu'il y ait des jumelles qui mettent de la distance avec ces scènes complètement macabres, eh bien, j'ai cassé mon visage avec ma main, quoi. Et donc c'est pour donner un peu... Mais donc si on peut parler un peu du contexte plus précis, c'est très intéressant la censure parce que ce thème-là, parce que le film se place d'emblée dans 3 époques différentes. Donc il faut savoir que Pier Paolo Pasolini est un réalisateur de renom à ce moment-là. Il a travaillé sur beaucoup de films, il a fini ce qu'il a appelé sa trilogie de la vie, qui en gros fait l'éloge de la libération sexuelle en Italie. Et qu'est-ce qui se passe sur les 120 journées? Au départ, c'est pas du tout ancré dans l'Italie de 1943. C'est Sergio Citti, donc un ami à lui qui est réalisateur également, qui qui commence un scénario. Pasolini est super intéressé et le récupère. Et c'est à ce moment-là, c'est lui qui a l'idée d'ancrer ça dans la République fasciste. Donc au départ, c'est un roman, c'est le roman du Marquis de Sade, qui est très décousu, qui ne fait que raconter des sévices, qui est aussi dur à lire que le film à regarder. Mais donc déjà là, on est dans 2 époques, à savoir celle de Sade au début des années 1700 et celle de l'État fantoche de Mussolini en 1943. Et à cela, on vient rajouter une 3e époque qui est celle de Pasolini, justement, donc en 1975. Et il y a le regard derrière la caméra, et on est d'emblée dans 3 époques. Donc qu'est-ce qu'on peut dire avec une caméra à la main de 1975 et du fascisme? Qu'est-ce qu'on peut dire de 1943 et de la guerre? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est la preuve que tout revient, tout est un cycle. En plus, je crois qu'au-delà du film, l'horreur du film, il y a aussi l'horreur autour du réalisateur, donc, qui a été assassiné avant que le film soit publié. Exactement, mais l'histoire autour du film pourrait faire un film à part entière. Donc Pasolini déjà est horriblement touché parce que pendant le montage du film, des bobines sont volées, d'autres parties sont censurées. Donc le film au final fait 110 minutes au lieu de 145 qui était prévu originellement. Donc c'est un drame absolu. Faut savoir, autre trigger warning, c'est que l'équipe de tournage adore le tournage. Les acteurs sont chouchoutés, tout le monde aime tourner, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, mais pour en revenir au contexte, donc oui, Pasolini meurt quelques semaines avant la sortie du film. Il meurt comment? Là, c'est un peu toute la question. Donc, il est retrouvé quelques jours à peine avant sur une plage, la plage d'Ostie, entièrement défiguré, frappé de plusieurs coups de batte et écrasé, roulé dessus par une voiture à 3 reprises. Donc, qui a fait ça? On ne sait pas trop. Pendant des années, on a supposé que c'était un amant à lui. Pendant d'autres années, on a supposé que c'était une histoire de mafia. Et enfin, on a supposé que c'était l'extrême droite pour contrer le film. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le film existe, heureusement, et qu'un journaliste, je ne retombe plus sur son nom, un journaliste français, donc en 75 ou 76, a dit que si Pasolini n'avait pas été tué avant son film, il l'aurait été juste après pour son film. Et donc vous conseilleriez peut-être ce film afin de sensibiliser certaines personnes, ou comme vous avez dit, parfois l'horreur est tellement importante en regardant ce film et parfois c'est peut-être même trop choquant que pour certaines personnes, même au point de vue de vouloir les sensibiliser, c'est une étape beaucoup trop grande à franchir que de voir ce film. Mais, après toi, vas-y. en fait, Justin m'a dit qu'il pensait déconseiller le film, ce que je peux entendre, et en même temps je pense que le déconseiller serait une erreur,
justement parce qu'il nous apprend. Donc il faut savoir que Pasolini fait un film sur Sade, enfin inspiré de Sade, mais c'est pas un film sadique. Donc autrement dit, le réalisateur n'a pas cette volonté de montrer de la souffrance pour montrer de la souffrance. Cette souffrance ne doit pas être jouissive. Cette souffrance qu'on voit, qui est dépeinte magnifiquement, elle place le spectateur dans une forme de masochisme. On souffre de ce qu'on voit. On peut en tirer une certaine jouissance, là c'est un autre débat. Mais on doit en tout cas en tirer une forme d'intellectualité. On doit retenir quelque chose, et ce quelque chose, c'est la critique de l'État consumériste contemporain. C'est ça. Et vraiment le message de l'auteur, en fait, c'est parce que c'est pas un film macabre pour le macabre et pour le plaisir des téléspectateurs qui voudraient voir des choses horribles. Non, c'est vraiment un film qui est macabre parce qu'il veut faire passer un message, et peut-être que Hugo, tu peux un petit peu développer le rapport entre le côté macabre et le fait que ces fascistes en fait sont complètement débridés, nourrissent un espèce de désir incontrôlé et je vais dire soumettent les gens à leur domination simplement parce qu'ils le veulent. Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Malheureusement, j'ai pas le temps, mais donc c'est un film purement philosophique. Pasolini était aussi philosophe, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ce qu'il faut retenir, c'est peut-être la critique du structuralisme. Donc il s'inspire de divers auteurs, que ce soit Barthes par exemple, de Lévi-Strauss aussi, et les 4 dignitaires fascistes sont donc inspirés de ce que seraient les excès du pouvoir s'il était laissé aux structuralistes. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est une phrase en particulier qu'un des dignitaires dit. Il dit à peu près que les fascistes, ce sont eux les vrais anarchistes une fois qu'ils ont le pouvoir. Et ça module tout l'esprit qu'on peut avoir du film. Parce que si on revient à l'origine du mot anarchiste, c'est le grec alpha privatif et arché. Arché qui est l'origine, le fond. Autrement dit, c'est ces fascistes qui peuvent créer une société où il n'y a pas d'origine, où il n'y a pas de bien commun, où il n'y a pas de loi immuable et éternelle. Et d'ailleurs, on le voit à plusieurs moments du film. S'il y a une chose qui effraie les fascistes et qui ne les fait pas rire, parce qu'ils rient beaucoup dans le film, eux, c'est Dieu. Donc, autrement dit, se prendre pour Dieu revient à annihiler la possibilité d'un autre Dieu. Donc on se place nous-mêmes en tant que supérieurs, et se placer en tant que supérieur, ça passe par la consommation des corps d'autrui, d'une forme de masse qui devient informe, et sa domination pure et simple. Voilà. Ok. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir parlé d'un sujet aussi sérieux. Merci du warning que vous avez fait au début afin de prévenir les auditeurs qu'on allait parler d'un sujet. Pas de souci. Et donc on va vous laisser avec une petite musique pour détendre un peu l'atmosphère. Et ensuite Talia viendra nous présenter son jeu.